Arnaud et Michel sont dans un paquebot. Sauront-ils naviguer ensemble sans qu'aucun des deux tombe à l'eau ? Le paquebot, c'est Bercy. Arnaud Montebourg et Michel Sapin se le partagent désormais. Le premier comme ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Le second comme ministre des Finances et des comptes publics. Une répartition des tâches inspirée du modèle allemand et qui constitue une des rares surprises d'un gouvernement, celui de Manuel Valls, qui ressemble à s'y méprendre à celui de son prédécesseur. Alors comment va fonctionner ce nouvel attelage et comment les deux ministres vont porter la politique économique de la France, notamment au niveau européen, avec la double échéance qui attend le pays dans les 2 prochains mois. Dans quelques jours, la présentation à Bruxelles du programme de stabilité budgétaire et à la fin du mois de mai, les élections européennes. Arnaud Montebourg va-t-il devoir mettre un peu plus d'Europe dans sa bataille du Made in France ? Eh bien, pour en parler ce matin, donc, 2 économistes. Élie Cohen, bonjour. Bonjour. Directeur de recherche au CNRS, expert en politiques économiques, en particulier industrielles. Vous publiez ce jeudi aux éditions Odile Jacob « Changer de modèle, de nouvelles idées pour une nouvelle croissance », ouvrage que vous avez écrit avec Philippe Aguillon et Gilbert Sett. Pour discuter avec vous ce matin, Benjamin Coriat, bonjour. Bonjour. Co-président du collectif des économistes atterrés, professeur d'économie à l'université Paris 13. Vous avez coordonné l'an dernier aux éditions Les Liens qui libèrent, Changer l'Europe. Alors, changer l'Europe, changer de modèle, finalement, tous les deux, vous voulez changer. Ce qui change manifestement depuis hier, c'est l'organisation à Bercy, avec donc, je le rappelle, Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics, Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Est-ce que vous êtes surpris par ce nouveau découpage, Élie Cohen ? Non, c'est une tentation permanente. Si vous voulez, on a périodiquement la question de savoir s'il est bien utile d'avoir un grand ministère de l'économie et des finances intégré, ou s'il ne vaut pas mieux avoir 2 ministères, un davantage tourné vers la finance, les comptes publics, et l'autre davantage tourné vers ce que j'appellerais l'économie réelle. Et on oscille en permanence, et on a vu depuis 20 ans des décisions prises dans un sens ou dans l'autre. Donc non, je ne suis pas surpris du tout par ce partage, d'autant que ce partage est en même temps, je dirais, politiquement fonctionnel, parce qu'il permet de régler 2 problèmes. Le premier, c'est de donner des signes à la gauche du parti et au groupe parlementaire, et donc ça tombe très bien. Avec Arnaud Montebourg. Avec Arnaud Montebourg, qui était candidat à ce poste et qui avait développé l'idée de la création d'amitié à la française. On verra qu'il n'a pas atteint son objectif. Et puis d'un autre côté, la volonté de François Hollande de, malgré tout, maintenir une personne aux manettes pour réaliser le vrai programme, qui est le programme de réduction de dépenses et de négociation avec Bruxelles. Et pour ça, il fallait un homme à lui, et cet homme à lui, c'est le ministre des Finances et des Comptes publics, c'est-à-dire M. Sapin. Donc montrer d'un côté qu'on va rester rigoureux, et de l'autre qu'on ne se laissera pas faire, c'est de la pure synthèse à la Hollande, ça, Benjamin Coriat. Oui, c'est ce que j'allais dire. Élie Cohen disait que c'est politiquement fonctionnel. Il va falloir démontrer que c'est économiquement possible et efficace. Y a le modèle allemand alors qui est présenté comme ayant inspiré justement ce nouveau découpage de Bercy. Est-ce qu'en Allemagne c'est efficace cette façon de fonctionner ? Oui, en Allemagne ça marche relativement bien parce que les différences, on va dire, de vision économique entre les sociodémocrates et les chrétiens-démocrates sont relativement ténues. D'ailleurs, la preuve c'est qu'ils peuvent fonctionner en grande coalition. Alors, il n'y a pas de raison qu'entre socialistes, ça ne marche pas de la même manière, non ? Oui, je crains qu'il y ait beaucoup plus de différences entre socialistes qu'entre sociodémocrates et chrétiens-démocrates. Non, moi j'ai vraiment l'inquiétude que cette manière de pratiquer la synthèse sur le papier, typique de la manière hollandaise, ne se révèle très difficile en fonctionnement. Mais enfin, ça on verra, hein. Agnès Benassi-Kéré, vous vous situez comment, vous, par rapport à ce sujet-là ? Je pense que le bon point, c'est qu'on ait un ministre qui se sente vraiment en charge de la croissance. Parce qu'avant, c'était assez émietté. Donc là, on a un ministre de la croissance. La difficulté, c'est que, comme on le sait, pour réduire le ratio dette sur PIB, il faut une combinaison de baisse de la dette et de hausse du PIB. Et c'est là-dessus que vont se faire les négociations à Bruxelles. C'est-à-dire que si on fait des réformes
qui permettent à terme au moins d'augmenter le PIB, on peut éventuellement, enfin bon, c'est pas clair, hein, mais ce serait ça le deal. Or, ces deux ministres différents, un qui s'occupe de numérateur et l'autre du dénominateur, c'est un tout petit peu compliqué, mais bon, on peut. On sait qu'à deux, ils peuvent discuter. On verra justement dans la deuxième partie de l'émission comment ils essaieront de porter la bonne parole de la France au niveau européen. Mais alors, il faut ajouter un troisième acteur, parce qu'on parle de Michel Sapin, on parle d'Arnaud Montebourg, mais il y a aussi Laurent Fabius. Que vient-il faire dans le domaine de l'économie ? Eh bien, il est chargé, dans le nouveau gouvernement de Manuel Valls, non seulement des affaires étrangères, mais du développement international. Autrement dit, on comprend ça comme ministre du commerce extérieur. Alors là aussi, est-ce que vous considérez que c'est légitime d'attribuer le commerce extérieur, même si ce n'est pas encore tout à fait officiel, au Quai d'Orsay ? Alors là, il faut dire deux mots d'organisation administrative. Si vous voulez, avant le remaniement et avant les dernières réformes qui ont été faites dans le domaine de l'organisation de l'action pour le commerce extérieur, nous avions plusieurs organismes en concurrence, l'un dépendant du ministère des Finances, l'autre du ministère des Affaires étrangères, qui avaient pour tâche et de promouvoir les intérêts de la France aux quatre coins du monde et de favoriser l'implantation d'investisseurs étrangers en France. On avait la FI, on avait les héritiers de la Dreux, etc. Et puis on a décidé de fusionner tout ça pour intégrer l'action de la France à l'extérieur. Et donc du coup, on s'est retrouvé avec une double tutelle, une tutelle des finances et une tutelle du ministère des Affaires étrangères. Et ce que vient de faire Hollande est quelque chose qui est tout à fait dans ses habitudes, c'est-à-dire que au même moment où il renforçait Montebourg, il a quand même pas donné à Montebourg ce qu'il demandait. Ce que Montebourg demandait, c'était un ministère intégré de l'économie réelle, de l'industrie, du commerce extérieur, bref, la concentration de tous les outils qui pouvaient permettre de promouvoir le redressement productif. D'autant que ça enlève, Élie Cohen, au nouveau ministre de l'économie, la compétence sur le commerce extérieur. Et donc la compétence sur les négociations en cours entre l'Union européenne et les États-Unis sur le traité de libre-échange, puisque c'était ce dont s'occupait Nicole Bricq. Absolument. Et vous constaterez que l'habileté de Hollande a été double, parce qu'il prive Montebourg et de la négociation européenne et de la négociation commerciale. Et donc ce qui est frappant, c'est que tout le monde est en train de célébrer le super ministère Montebourg, le triomphe de Montebourg avec la prise de la forteresse de Bercy, alors qu'au même moment, il le prive des deux grands atouts internationaux qui permettent de négocier la position de la France et qui permettent de régler le niveau d'attractivité du territoire français. Benjamin Corriat ? Oui, j'ai pas un point de vue très différent là-dessus. Je rajouterai deux choses. La première, c'est que le choix de la dénomination du ministère des Finances intitulé Ministère des Finances et des Comptes Publics est quand même un signal extrêmement précis. Alors, si quelques garanties ont été données à la gauche à travers la présence de Montebourg, un ministère de la Finance et des Comptes Publics, c'est aussi un signal extrêmement clair donné aux tenants de l'austérité. Pour parler vite. Il y a quelque chose de performatif dans cet intitulé. Les comptes publics, ça suppose qu'on les respecte, quoi. Enfin, la dernière fois que l'expression a été employée politiquement et de manière politiquement forte, ça remonte loin. Ça remonte à Nicole Questiot, qui était ministre des Affaires sociales et qui avait. C'était quand, ça ? Et qui avait fait. C'était sous Mitterrand. Sous Mitterrand. Sous le premier gouvernement Mitterrand, et qui avait déclaré « Je ne serai pas le ministre des Comptes publics ». Puisqu'elle était aux affaires sociales. Et ça s'est mal fini. Ça s'est mal fini. Malheureusement, d'ailleurs, parce qu'elle avait commencé avec... c'était un excellent ministre. Bon, la deuxième chose que je rajouterai, c'est que, d'une certaine manière, mettre le commerce extérieur avec le ministère des Affaires étrangères et pas avec l'industrie, correspond à une réalité française. Aujourd'hui, le fer de lance des exportations françaises sont souvent des marchés qui ont été créés par l'initiative publique, qu'il s'agisse de la négociation des grands contrats internationaux sur Airbus, qu'il s'agisse des champs pétrolifères, qu'il s'agisse même du luxe, etc. Et donc, je partage ce qui a été dit sur l'habileté de Hollande, visant à priver Montebourg d'instruments, mais en même temps, moi, ça me fait sourire parce que c'est de la réelle politique. La capacité française d'exportation, aujourd'hui, elle dépend beaucoup de l'intervention publique. Je reviens à la question des négociations sur le traité de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, le TAFTA ou le TTIP, selon l'acronyme qu'on choisit. Est-ce que
priver Arnaud Montebourg de ces négociations-là, ça n'est pas sanctionner, entre guillemets, son approche de la mondialisation, ou plutôt de la démondialisation, puisqu'il a écrit sur ce sujet-là, Élie Cohen. Hollande a pris des positions publiques. Lorsqu'il a rencontré Obama, il a dit qu'il fallait accélérer les négociations pour le TAFTA, et il a dit souhaiter la réalisation très rapide de cet accord dans lequel il voyait une source de croissance supplémentaire à la fois au niveau français et au niveau international. Donc François Hollande a pris une position particulièrement claire sur la question. En même temps, on sait bien que les grands sujets contentieux sont des sujets qui mettent la France au premier rang, puisqu'il va s'agir des problèmes de l'exception culturelle, puisqu'il va s'agir des questions agricoles, puisqu'il va s'agir des problèmes des investissements internationaux et du problème de la législation qui sera opposée aux investissements internationaux. Donc la France sera de toute manière obligée de batailler ferme parce que ses intérêts entrent directement en collision avec les intérêts américains. Et donc, à mon avis, la négociation est loin d'avoir été conclue. Alors, puisque vous parlez de bataille, il y a un batailleur justement à Bercy, c'est Arnaud Montebourg, qui a publié chez Flammarion, c'était il y a quelques mois de cela, la bataille du Made in France. Je ne résiste pas à l'envie de vous en lire un court extrait. Il y eut la bataille du rail gagnée par ces milliers de cheminots qui défendaient secrètement et silencieusement leur patrie. Il y eut la bataille de France emportée par ces centaines de milliers de combattants volontaires qui préparaient l'arrivée et l'avancée des Alliés sur le sol national. Voici la bataille du Made in France. Puis ensuite, il explique un petit peu quelles sont les mesures qu'il entend mettre en œuvre, enfin qu'il entendait mettre en œuvre au sein de son ministère du redressement productif. Manifestement, son bilan est plutôt positif si on en juge par les réactions d'un certain nombre de chefs d'entreprise à sa nomination à la tête du ministère de l'économie. On reçoit assez régulièrement dans les rédactions des communiqués du Club des entrepreneurs qui réunit des chefs d'entreprise. En général, c'est assez revendicatif, c'est plutôt pour critiquer ce que fait le gouvernement. Et là, ils disent « Nous saluons la nomination d'Arnaud Montebourg, nous en sommes particulièrement heureux et soulagés. C'est la reconnaissance de son talent à comprendre l'entrepreneuriat. » Comment Arnaud Montebourg, Benjamin Coria, a-t-il fait pour être à ce point aimé des chefs d'entreprise ? Je crois que la manière dont il s'est fait le héros du cocorico français, à un moment où c'est peu adapté, parce qu'on n'a plus les instruments qui permettraient la promotion de ce cocorico. Dans la citation que vous faisiez tout à l'heure, les différentes batailles, etc., il y avait des armées. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de secteur public industriel, il n'y a plus de banque industrielle, il n'y a quasiment plus rien. Bon, donc je veux dire... Il veut recréer un établissement public, Arnaud Montebourg, la compagnie publique des mines. Oui, on va voir ce que ça va donner. Et puis de toute façon, ça sera une goutte d'eau dans l'océan. Donc, on fait la guerre sans instrument. Par contre, alors pour répondre directement à votre question, Montebourg s'est fait le héros du crédit impôt compétitivité emploi, donc du transfert de 25 milliards de subventions, on va dire, aux entreprises. Et il est pas surprenant qu'elles en soient reconnaissantes, d'autant que il a toujours pris soin, dans son volontarisme, de mettre au cœur la défense de l'entreprise proprement dite. Plus que de la politique industrielle, pour parler clair. Voilà. Il disait Arnaud Montebourg, c'est pas surprenant. Il disait Arnaud Montebourg au moment de sa nomination, je me retrouve à la tête d'un des rares ministères dont l'intitulé comprend une obligation de résultat, le redressement productif. Est-ce que c'est un ministre qui a été, à vos yeux, productif en matière de redressement, justement, Élie Cohen ? Non, je crois que Benjamin a tout à fait raison. Ce qu'il faut bien voir, c'est que nous avons démantelé tous les outils d'intervention de l'État. Il se trouve que j'avais fait un livre il y a très longtemps sur le colbertisme high-tech et j'avais montré... C'est un colbertiste, hein, voilà, Montebourg. Et justement, j'avais montré comment la stratégie colbertiste s'organisait autour de ce que j'appelais l'astre du trésor, qui avait créé toute une série d'institutions financières spécialisées, qui avait créé toute une série de guichets qui permettaient de faire de l'orientation sectorielle, du financement sectoriel, de la politique de grands projets, de la politique de commande publique. Tous ces instruments ont été totalement démantelés. Ce qui me frappe, c'est que Arnaud Montebourg est un ministère de la parole publique. Qu'est-ce que vous faites des 34 plans pour la nouvelle France industrielle, par exemple, qui a été présenté en septembre dernier ? Les 34 plans viennent après les 11 filières industrielles, après les 7 filières de l'innovation, après les 6 orientations verticales et horizontales du grand plan de la dépense publique qui avait été initié avec le grand emprunt. Enfin, on a une accumulation invraisemblable de plans, de pôles, etc., qui n'embrayent sur rien. Parce que, comme ça a été dit, on s'est
priver volontairement des outils de l'intervention sectorielle. C'est pas un hasard si la politique industrielle était devenue, il y a une dizaine d'années, un mot quasiment obscène à Bruxelles et ailleurs, et si tout l'appareil administratif français s'est écoulé dans cette nouvelle logique. Alors maintenant, je réponds à la deuxième partie de votre question. Comment se fait-il que malgré tout, il soit populaire ? Figurez-vous que les entrepreneurs, les entreprises et les industriels dans ce pays souffrent d'un immense complexe. Ils ont l'impression qu'on n'aime pas l'industrie, qu'on n'aime pas l'activité productive dans ce pays. Et pour la première fois, ils ont un ministre qui est devenu le chantre de la production, le chantre de l'industrie et le défenseur des intérêts de l'industrie. Regardez comment il intervient, par exemple, sur le dossier des télécoms. Il est le plus grand défenseur du statu quo, c'est-à-dire des rentes des industriels. Et donc c'est normal qu'il soit particulièrement plébiscité. Il est aussi le défenseur, dans certains cas ça a été le cas à Florange, même si ça n'a pas été couronné de succès, d'une proposition de nationalisation temporaire de Florange. Jean-Marc Ayrault avait refusé, François Hollande aussi, mais ça ne fait pas forcément aux industriels. Oui, mais sans revenir là-dessus, et je suis très surpris, mais ce matin on a beaucoup de points d'accord avec Elie Cohen. Tout arrive, vous voyez. Ça tout arrive, absolument. Pourvu que ça dure, si on peut dire. J'ajouterai sur le cas SFR numéricable, puisque c'est celui-là qui est en question, qui était en référence à l'intervention précédente, qu'on est quand même, on a l'illustration parfaite de ce qu'on était en train de dire, à savoir qu'on a démantelé tous les outils de la politique industrielle et que, alors je rajoute, on est en train de le payer cher et on va le payer cher. Dans le cas SFR numéricable, on voit bien qu'en dépit de ses souhaits, l'État n'a absolument pas les moyens d'intervenir. Et qu'on a inventé au dernier moment que la Caisse des dépôts pourrait éventuellement, etc. Parce qu'on n'a plus rien. On n'a plus rien. Les opérateurs privés font ce qu'ils veulent, y compris lorsqu'il s'agit de choses aussi importantes que l'équipement de la France en fibre optique au débit. Bon, puisque vous êtes un peu trop d'accord, Elie Cohen et Benjamin Correa, je vais faire rentrer un nouvel acteur qui va peut-être réussir à vous séparer dans quelques minutes. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Hervé. À 8h15, donc votre chronique, ce sera... Eh bien écoutez, on va parler de ce que le président de la République a dit lundi soir à la télévision. Il a laissé entendre que la France entendait demander à la Commission européenne, un nouveau délai pour ramener son déficit public dans les clous du 3% de PIB. Alors comment va être accueilli à Bruxelles ce nouveau gouvernement de crise ? C'est la question que j'aimerais bien vous poser à tous les deux. Et sur France Culture, il est 8h16. Nos invités ce matin, Benjamin Correa, le coprésident des économistes atterrés, Elie Cohen qui publie aujourd'hui Changer de modèle, de nouvelles idées pour une nouvelle croissance chez Odile Jacob. Nous discutons avec eux depuis ce matin du nouvel attelage à Bercy et à présent de la façon dont le gouvernement Valls va porter les intérêts de la France, les intérêts économiques notamment au niveau européen. Agnès Benassi-Kéré est toujours en notre compagnie et vous le savez, comme chaque jour à cette heure-ci, Brice Couturier nous a rejoint pour sa chronique. Brice. Merci Hervé Gardette. Manuel Valls a dit hier soir sur TF1 avoir constaté, je cite, la déception et la colère des Français face aux résultats de la politique menée par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Mais il en tire la conclusion paradoxale qu'il lui faut s'engager dans la continuité en allant plus vite, à les comprendre. Après l'échec de la gauche au municipal, François Hollande avait promis un remaniement. La nomination à Matignon de Manuel Valls, cet atout qu'on aurait voulu garder dans son jeu, a été immédiate. Celle du gouvernement a été elle aussi extrêmement rapide. Que n'ont-ils réfléchi tous les deux plus longtemps à sa composition ? Eussent-ils fait appel à un bon cabinet de chasseurs de tête qu'on leur aurait indiqué parmi les jeunes élus du Parti socialiste les talents du jour, les jeunes pousses pleines de promesses qu'est devenue par exemple Flore Pellerin ? Au lieu de cela, nous avons donc un gouvernement Hollande 2 qui n'est qu'une version allégée du Hollande 1. 14 sortants sur 16. À l'intérieur, pour succéder à son nouveau Premier ministre, le président a nommé l'un de ses proches, réputé pour son peu de goût pour le sujet, afin sans doute de s'en occuper lui-même. Le ministère de l'Intérieur et celui des élections, voilà Manuel Valls prévenu. Le Premier ministre apparaît singulièrement isolé au sein d'un cabinet presque 100% hollandais. Autre curiosité, celle de retrouver au même portefeuille certains de leurs titulaires du cabinet Bérégovoy de 1992, Ségolène Royal à l'environnement et Michel Sapin, à l'époque ministre de l'économie et des finances, qui ne retrouve que les finances seules. Car l'une des bizarreries de ce ministère de combat, c'est qu'il risque en effet d'être déchiré par une bataille au sein même de Bercy entre la ligne Sapin, ministre des Finances, et celle incarnée par le ministre de l'Industrie, Arnaud Montebourg.
Mon premier est un social-démocrate qui vient de la deuxième gauche. Il défendra, et par conviction personnelle et par la logique de ses fonctions, une ligne pro-européenne, proche de celle de l'Allemagne. Il fera la chasse au gaspillage ministériel et tentera de faire respecter la promesse présidentielle de ramener nos déficits publics dans les clous européens. Arnaud Montebourg, altermondialiste ministériel, incarne au contraire une politique très offensive envers la chancelière de fer. Il défendra un patriotisme industriel qui, jusqu'à présent, n'a guère apporté la preuve de son efficacité. Florange, Petroplus, PSA Aulnay, etc. En Allemagne aussi, nous dit-on, les finances et l'économie sont séparées. L'austère chrétien-démocrate Schäuble incarne la rigueur budgétaire. Le Rubicon social-démocrate Sigmar Gabriel relaie la voix des entrepreneurs qui redoutent, là-bas comme ici, le spectre de la déflation et réclament des aides à l'investissement. De Sapin et Montebourg, c'est le premier qui défendra dans 2 semaines le dossier français devant la Commission européenne. Il va falloir jouer serré. Le commissaire européen aux affaires européennes et monétaires a pris très mal l'allusion faite par François Hollande dans sa déclaration de lundi dernier à un nouveau délai pour tenir ses engagements de réduction des déficits. Le président promet de revenir au fameux 3% tous les ans et puis il remet à plus tard. Olli Rehn se dit, je cite, « impatient de recevoir le programme de stabilité de la France pour les 3 ans à venir » et d'ajouter, je cite toujours, « il est essentiel que la France agisse de manière décisive pour assurer la soutenabilité de ses finances publiques à long terme et pour résoudre les entraves bien connues à la compétitivité et à la croissance. » Fin de citation. En un mot, le nœud coulant du déficit s'est encore resserré autour de notre souveraineté nationale. Le niveau extravagant de notre dépense publique, 57,1% du PIB, le niveau aberrant de nos prélèvements obligatoires, 46% du PIB, tous deux très supérieurs à la moyenne européenne, plombent notre économie. Ils sont directement responsables de l'incapacité des gouvernements successifs à favoriser la création d'emplois dans le secteur marchand. Le chômage est donc à son record historique, 3 335 000 chômeurs. Alors le président de la République a promis 10 milliards d'euros de baisse des charges aux entreprises, 2 à 3 milliards de réduction des cotisations salariales, un allègement de la fiscalité sur les entreprises, un autre sur les ménages. On ne voit pas comment, dans ces conditions, le déficit public pourrait être contenu dans un proche avenir. Oui, décidément, la France va avoir bien du mal à défendre son dossier à Bruxelles. Pauvre Michel Sapin, on n'aimerait pas être à sa place. Merci beaucoup Brice Couturier. Benjamin Coria, vous aimeriez vous être à la place de Michel Sapin ? Non, pas beaucoup, mais il n'y avait pas beaucoup de chances que je me trouve à sa place parce que... Vous n'avez pas été approché par Manuel Valls. Je n'ai pas été approché et surtout... le point central, c'est que la question, c'est est-ce que la France a encore des cartes à jouer avec l'Europe ? C'est ça, je crois, la vraie question. Bon, malheureusement, je crains qu'elle n'en ait plus beaucoup. Je pense qu'elle a grillé ses 2 jokers. Hein. Le premier, c'était dans la foulée de l'élection présidentielle que François Hollande tienne sa promesse et qu'il engage un vrai bras de fer sur le refus de signer le pacte budgétaire, ce qu'il n'a pas fait, donc il s'est couché. On peut envoyer Montebourg, maintenant on peut envoyer Montebourg, il fera mais ça. C'est trop tard, à mon avis maintenant c'est trop tard, enfin en tout cas c'est ce qu'on va voir. Et son deuxième joker, c'est qu'on lui a donné 2 ans pour revenir dans les clous et que la politique suivie par lui-même, mais surtout dans l'ensemble de l'Europe, a absolument pas permis de réduire les déficits. Au contraire, comme on l'avait annoncé, nous, les économistes atterrés, à l'époque du pacte budgétaire, cette politique qui était supposée ramener aux équilibres, a accru les déséquilibres. Pas de marge de manœuvre pour la France auprès de l'Union européenne, Élie Cohen ? Le problème est en fait encore plus grave que ça. L'Europe est en panne de croissance depuis longtemps. Ça fait 6 ans à peu près que la zone euro est en croissance zéro. Bon, ça c'est le point de départ. Alors d'habitude, pour stimuler la croissance, on dispose de 2 grands types d'outils, les outils de politique monétaire et les outils de politique budgétaire. En matière de politique monétaire, Agnès Benassi-Kéré, dans son billet tout à l'heure, a montré que la Banque centrale ne savait plus où elle allait. Qu'en gros, elle avait perdu le nord, c'est-à-dire qu'elle était là pour combattre l'inflation. On est dans une situation où la performance en matière d'inflation est très en dessous du fameux 2%, et pourtant, la Banque centrale n'agit pas. Elle n'agit pas, nous dit-on, parce qu'elle craint qu'en fait, les anticipations inflationnistes soient toujours là, et surtout,
parce que l'Allemagne n'est pas prête à autoriser une politique de quantitative easing audacieuse dans le cadre européen, qui passerait notamment, comme ça a été suggéré, par le rachat des crédits titrisés aux entreprises, notamment dans les pays d'Europe du Sud, parce que les canaux du crédit ne fonctionnent plus. Donc la politique monétaire n'est plus agissante. La politique budgétaire. La politique monétaire n'est pas agissante. Il reste la politique budgétaire. Reste la politique budgétaire. Or, la politique budgétaire a été fermée également. Elle a été fermée depuis 2010. Il faut savoir pourquoi. À cause de la crise financière européenne et à cause de la fin de la communication entre les pays d'Europe du Nord et les pays d'Europe du Sud en matière financière. Donc, on a appelé ça une crise des dettes souveraines. C'était pas une crise des dettes souveraines, c'était une crise constitutive de la zone euro, mais il n'empêche que l'arme de la politique budgétaire aussi est gelée. Donc quand vous gelez la politique budgétaire, quand vous gelez la politique monétaire dans un contexte de stagnation de la croissance, vous êtes mal. Et pourtant, donc Sapin ne risque pas de pouvoir faire grand-chose. Et pourtant, Brice Couturier, d'ailleurs, y a fait allusion dans sa chronique. Lundi soir, François Hollande, en présentant le nom du nouveau Premier ministre, donc Manuel Valls, a esquissé un peu ce que pourrait être l'attitude de la France dans ses rapports avec l'Union européenne. Alors, c'était pas très clair, parce qu'effectivement, c'est peut-être pas quelqu'un qui va porter le combat de manière très directe, mais dans les sous-entendus, qu'est-ce qu'on pouvait comprendre ? Je vous propose d'abord de réécouter ce qu'il a dit s'agissant de la poursuite des efforts ou pas de la France en matière de déficit public. Le gouvernement aura aussi à convaincre l'Europe que cette contribution de la France à la compétitivité, à la croissance, doit être prise en compte dans le respect de nos engagements. Car ma conviction est faite, renforcer l'économie française, c'est la meilleure façon de réorienter l'Europe. Est-ce qu'il faut comprendre, Benjamin Correa, que la France veut renégocier son déficit à Bruxelles, en tout cas l'échéancier ? Oui, je crois que c'est assez explicite dans ce qu'a dit François Hollande. Pas explicite, oui. C'est faut lire entre les lignes. Non, c'est implicite, mais on entend bien qu'il entend essayer de réouvrir le dossier. Alors, je vais peut-être être moins pessimiste que tout à l'heure en disant qu'il y a, c'est vrai, une nouvelle opportunité. Bon, d'abord, c'est que ces politiques sont en train d'échouer partout en Europe et qu'il va bien falloir, par exemple, que la BCE s'en rende compte. Mais attendez, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de pays du Sud qui sont dans les clous de ce qu'on leur a demandé de faire, y compris le Portugal, l'Espagne et l'Italie. Oui, c'est quand ça, même. Avec 27%, il y a que la France qui se distingue dans le de Sud. chômage, avec 50% de jeunes à la rue. Alors si on me dit que ça c'est bien, allons-y, non, on peut pas eux, dire ils ça. tiennent leurs engagements, nous pas. C'est ça la différence. Mais qu'est-ce qui compte ? C'est les engagements ou c'est de créer du bien-être pour la société ? Une solidarité européenne qui fait qu'on peut pas être un passager clandestin éternellement non plus. Mais la question n'est pas la question de la solidarité européenne, c'est celle de l'Europe avec ses jeunes, avec sa société, avec ses malades à l'hôpital. En Grèce, on est en train de fermer le traitement aux antirétroviraux. Bon, alors c'est ça la réussite. Bon, alors simplement, ce que je voudrais dire, c'est que la troisième chance, si je peux dire, c'est Matteo Renzi. Bon, il se trouve que l'Italie, avec 130% de déficit public, mais de dette publique, mais avec quelques comptes qui sont meilleurs, effectivement, du point de vue du budget. Le déficit structurel est équilibré, différence des autres. Oui, mais c'est lié à une croissance quasi zéro, là encore, il faut tout dire. Bon, en tout cas, Matteo Renzi, avec 130% de dette publique, annonce que les 3% sont une absurdité, va dans le sens opposé à celui demandé par Bruxelles, c'est-à-dire entend passer de 2,6 à au moins 3% de déficit public. Que ne faisions-nous 3% ? Ça serait bien. Nous, on est à 4,3. Oui, mais que ne sommes-nous à 130% D'accord, on est à 94. Il faut comparer ce qui est comparable, vous comprenez ? On est à 92%. Bien, donc on a des marges, si on va par là. Bien, donc Renzi et l'ensemble des pays du Sud qui sont en train de crouler. Le Portugal demande la renégociation de sa dette. Il y a une nécessité absolue aujourd'hui en Europe de réouvrir une possibilité de croissance. Bon, donc là, il y a peut-être des marges à jouer. Agnès Benassi-Carré. Moi, je pense que la racine du problème, c'est un malentendu sur les réformes structurelles, avec en France un gouvernement qui pense l'ancien gouvernement qui pense qu'il en a fait beaucoup, avec l'accord national interprofessionnel et la réforme de la formation professionnelle, et Bruxelles qui pense qu'on n'en a fait pas du tout, ou très peu.
Et donc, du coup, notre marge de négociation est extrêmement faible parce qu'on dit on en a fait plein et donc accordez-nous un délai. Mais non, si on proposait sur la table des réformes très très ambitieuses sur le marché du travail, par exemple, de contrats uniques ou des choses sur le marché des biens et services très engagées, alors notre force de négociation serait plus importante. Mais là, la difficulté, c'est de dire on va un nouveau délai et puis bon, on va réfléchir, mais on ne sait pas trop ce qu'on va faire en termes de réformes structurelles. Donc c'est ça notre problème, c'est que alors on n'a pas aussi fait bien la pédagogie de nos réformes. C'est-à-dire que comme toujours en France, les réformes sont très compliquées, il faut lire dans le détail et pour se rendre compte que c'est important. Mais bon, les partenaires, eux, ils pensent qu'on n'a rien fait. On n'a pas très bien fait la pédagogie auprès de qui ? Auprès des Français ou auprès des Européens ? Auprès des Européens. Élie Cohen. Je ne crois pas qu'il y ait une grande controverse sur le bilan des réformes structurelles françaises. Très franchement, je ne vois pas très bien où est le débat. La France a beaucoup parlé de réformes structurelles, elle en a annoncé beaucoup, mais elle n'a pratiquement rien fait. Donc je crois que le jugement de Bruxelles est le bon jugement. Je veux dire, ça fait maintenant des décennies qu'on parle des blocages sur le marché des biens français. Où sont les grandes réformes sur le marché des biens ? Ça fait des décennies qu'on parle du poids du code du travail, des seuils qui ont des effets dissuasifs sur l'embauche. Où sont les réformes qui ont été faites dans ce domaine-là ? Ça fait des décennies qu'on parle de nos problèmes de compétitivité, qu'on parle où sont les réformes qui ont été faites dans ce domaine-là ? C'est pas parce qu'on restitue aux entreprises une partie des prélèvements qu'on a fait la veille qu'on a fait des grandes réformes structurelles. Donc non, je crois que la vérité, et c'est presque le drame français, c'est le discours sur les réformes structurelles et l'absence dramatique de réformes structurelles. Mais et ça concerne le gouvernement précédent également. Je voudrais revenir quand même au débat qui a été initié tout à l'heure, puisque Benjamin souhaitait qu'on ait des vraies divergences. On va peut-être commencer à en avoir. Benjamin a dit que nous avions un atout majeur, un joker, que nous avons grillé lorsque François Hollande est arrivé au pouvoir. Alors, je crois qu'effectivement, il a raison. Nous avons grillé ce joker, mais pas pour la même raison. Benjamin pensait que nous pouvions, à cette occasion-là, renégocier l'ensemble de la construction européenne et notamment la dimension de politique budgétaire. En fait, non, nos marges de manœuvre étaient parfaitement limitées à ce moment-là. Par contre, ce que nous avons raté comme opportunité lorsque François Hollande est arrivé au pouvoir, c'est qu'il aurait pu négocier avec Bruxelles autre chose. Il aurait pu négocié un pacte de croissance. Attendez, ça c'était du hot air, ça. Ouais. Il aurait pu négocier sur la base d'un troc explicité, effectivement, un allongement de la période pour retrouver des équilibres financiers en échange de vraies réformes structurelles. S'il avait mis en face d'une demande d'étalement de la contrainte budgétaire un vrai programme à moyen et long terme de réformes structurelles avec des étapes, avec une planification, oui, là c'était une carte à jouer. Mais cet allongement, Élie Cohen, il a bien été d'une certaine manière négocié, puisqu'il y a eu 2 années de supplémentaires accordées pour rien. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait pendant ces 2 ans. Et du coup, on est maintenant dans une position très difficile pour négocier une nouvelle prolongation. Benjamin Correa. Non, juste un tout petit point, puisqu'on est dans les divergences. Hollande n'avait pas à renégocier l'ensemble du cadre budgétaire. Hollande avait seulement à s'opposer à un durcissement du cadre énorme à travers le pacte budgétaire, visant à revenir à une pseudo-règle d'or. Il avait simplement à refuser cette absurdité. Il n'avait pas à renégocier l'ensemble du pacte. Il n'avait qu'à tenir ses promesses. Ce qu'il n'a pas fait. Ce qu'il n'a pas fait, bien entendu. Donc c'est en ce sens qu'il y a bien un joker qui n'a pas été joué. C'est qu'il a signé un durcissement absurde des contraintes budgétaires en Europe, après qu'on ait, par ailleurs, constitutionnellement installer une limitation drastique de la politique monétaire en Europe. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point... On peut d'ailleurs signaler que le Premier ministre actuel, Manuel Valls, avait fait savoir qu'il était favorable, lui, à l'inscription de la règle d'or budgétaire dans la Constitution. Bien sûr. C'est pour ça que je crains le pire, si je peux dire. C'est pour ça que je crains le pire. Ne vous en faites pas, il est très isolé dans son gouvernement. Comment ? Ne vous en faites pas, il est très isolé dans son gouvernement. Je ne suis pas sûr qu'il soit très isolé dans son gouvernement. Quand on regarde Michel Sapin aux finances, quand on regarde Rebsamen aux affaires sociales, etc., je ne suis pas du tout sûr qu'il soit isolé dans son gouvernement. Et quand Valls dit « nous sommes tous hollandais », je crois qu'il n'a pas tort. Il n'a pas tort, au moins sur ces points-là. Alors, deuxième point, par rapport à ce que dit Agnès,
Benassi-Kéré. Je suis assez d'accord avec elle et pas du tout d'accord avec Elie. C'est très bien. Pourtant, je suis d'accord avec Elie. Non. Alors, on ne s'est pas compris. Alors, on ne s'est pas compris. Alors, on ne s'est pas compris. Moi, j'avais cru comprendre que vous aviez dit qu'on avait quand même fait des choses en matière de réforme structurelle. Parce que je trouve qu'effectivement, on a fait des choses en matière de réforme structurelle. Alors, de toute façon, la course vers le bas, la course vers le moins-disant social ne conduira à rien. Elle conduira à l'Espagne, elle conduira au Portugal, elle conduira à l'éclatement de l'Europe. Une réforme structurelle n'est pas une course vers le bas, pas du tout. Comment ? Une réforme structurelle n'est pas une course vers le bas, ça je ne suis pas d'accord. Si on fait en sorte que notre système éducatif soit plus performant, que nos universités fonctionnent mieux, que le taux de conversion de brevets en vraies entreprises... Mais c'est pas ça que demande Bruxelles. Si. Non, je suis tout à fait désolé. de compétitivité, je suis désolé. Mais ça, c'est du baratin, tu le sais aussi bien que moi. Pas du tout. Ce sur quoi Bruxelles insiste, ce sur quoi la vraie compétition se fait, c'est sur le coût du travail. D'ailleurs, on nous bassine ça toutes les minutes. Et ce qui est en cours, 35 milliards de transferts sur les cotisations sociales, c'est le coût du travail. Bien. Donc, moi, je pense aussi qu'il y a des choses qui ont été faites. Il y en a d'autres à faire, incontestablement. Mais c'est vrai que la doxa qui est que tout se joue sur le coût du travail plombe l'Europe et ça va se sentir aux prochaines élections européennes. Je souhaiterais vivement être réinvité après les élections européennes, qu'on reparle de tout ça. Et ben voilà, l'invitation est lancée. Agnès Benassi-Kéré. Je crois qu'effectivement, il y a un deuxième malentendu. Les baisses de charges ne sont pas des réformes structurelles. Les baisses de charges, c'est des baisses de charges. Les réformes structurelles, c'est réformes... D'abord, ce n'est pas des charges, c'est des cotisations. Oui, des cotisations. Non, c'est très important. Vous avez raison. Bien. Donc, les baisses de cotisations sociales, que ce soit employeurs ou employés, ou les baisses d'impôts de manière générale, ne sont pas des réformes structurelles. Les réformes structurelles, c'est changer le fonctionnement des marchés. Non, mais ça, c'est de la rhétorique. Non, c'est pas de la rhétorique. C'est de la rhétorique par exemple, parce qu'en pratique, ce qui est demandé, on le voit bien, c'est l'abaissement du coût du travail, c'est la flexibilisation du marché du travail. Je veux dire, vous connaissez votre Bruxelles aussi bien que moi. Les recommandations sont celles-là. C'est la flex sécurité. Matteo Renzi, que vous avez cité tout à l'heure, avait un projet ambitieux de fusion de différents contrats de travail et donc pour aller vers la fameuse flex sécurité qui protège les travailleurs plutôt que les emplois. Et il n'a pas obtenu une majorité, donc il va avoir du mal à négocier. Mais s'il avait réussi ça, il aurait sans doute réussi à négocier un délai pour ramener, pour aller vers l'équilibre budgétaire. Et sur le pacte budgétaire, je ne suis pas tout à fait d'accord. Le pacte budgétaire ne rajoute pas grand-chose par rapport à... Le pacte budgétaire, l'idée, c'est de renationaliser les règles européennes, les internaliser. Donc si on dit c'est une contrainte supplémentaire, ça veut dire qu'on ne croyait pas véritablement aux règles européennes. Normalement, il y a dans le pacte budgétaire des choses bizarres, du genre la règle sur la dette publique. Mais sinon, c'est pas grand-chose de plus par rapport à déjà tout ce qu'on avait auparavant. Mais bien sûr que c'est beaucoup. Mais bien sûr que c'est beaucoup plus. Bien sûr que c'est beaucoup plus parce que c'est l'introduction. Je ne vais pas vous faire un cours d'économie politique. C'est l'introduction de règles d'automaticité là où il y avait une discrétion et une possibilité de politique budgétaire. Le retour automatique vers les 3%, le déclenchement de sanctions, le pré-contrôle du budget national par Bruxelles, tout ça, c'est des nouveautés. C'était de déjà dans considérable Six-Pack, portée. C'est pas... C'était dans Six-Pack et Two-Pack. Ah oui, mais d'accord, mais Six-Pack et Two-Pack, ça date de 2010. C'est la constitutionnalisation de Six-Pack et oui, Two-Pack. Mais c'était le constat du fonctionnement dysfonctionnel, si j'ose dire, du pacte de stabilité et de croissance dans un contexte de crise. Quand vous remarquez, l'Europe, c'est une construction normative. Oui. Quand vous constatez que les normes ne fonctionnent pas, notamment dans un contexte de crise, vous durcissez les normes. Sinon, il ne peut pas y avoir de règles du club. Il ne peut pas y avoir de fonctionnement commun. Notre point de désaccord, Elie, c'est exactement celui-là. Exactement. Parce que quand vous constatez que les règles ne fonctionnent pas et qu'elles ne peuvent pas fonctionner, vous les changez. Vous ne les durcissez pas. Parce qu'on a échoué à 3%, on va réussir à 0%. C'est la logique du pacte de stabilité, c'est de dire... est constitutif de l'euro. Si tu as l'euro, tu as le pacte de stabilité. Peut-être que tu peux rejeter l'euro. C'est peut-être ta tendance et ta tentation. Mais le problème, c'est qu'il faut bien qu'il y ait un règlement de copropriété pour ce bien public commun qu'est l'euro. Le pacte de stabilité, c'est ce règlement de copropriété. On est d'accord sur le fait que si on a l'euro, il faut des règles de solidarité. Que ces règles de solidarité soient sous la forme de l'automaticité du retour à 3%, c'est une autre affaire. On peut imaginer de toute autre règle de solidarité. Mais pour qu'il y ait de la discrétion, il faut qu'il y ait une autorité politique. Or, nous avons été incapables de construire une autorité politique en Europe en 60 ans.
Vous Donc voyez, il faut bien qu'on ait des règles. Benjamin Corria, vous voyez que finalement vous n'étiez ni d'accord avec Eli Cohen, ni d'accord avec Agnès Benassi-Kerry. Avant de redonner la parole à Brice Couturier, non plus. j'ai une question extrêmement naïve à vous poser. La France va présenter son plan de redressement des finances publiques à Bruxelles, c'est le 15 avril. Alors, question naïve, est-ce qu'elle peut essayer de faire traîner le dossier jusqu'au résultat des élections européennes, puisque dans la foulée des élections, il va y avoir une nouvelle commission qui va naître et qui sera peut-être plus favorable aux idées qui sont défendues par la France. Est-ce que ça, c'est jouable, à votre avis, Eli Cohen ? Si vous voulez, la France ne respecte pas ses engagements en matière budgétaire depuis très très longtemps. Et la règle est toujours la même. On fait des prévisions optimistes en matière de croissance et d'équilibre des finances publiques. On prévoit sur cette base-là une trajectoire optimiste sur les 3 années qui viennent. Et puis régulièrement, on constate qu'on n'atteint pas les objectifs et donc on les révise. Et donc je crois qu'il n'y a pas de raison fondamentale pour que cette règle change. Une exception près, c'est que maintenant, lorsqu'on soumet des prévisions par trop irréalistes en matière de croissance et de déficit, on a 2 juges de paix. Le premier juge de paix est intérieur à la France, c'est le fameux Haut Comité de finances publiques qui donne son opinion et qui a montré qu'il n'était pas nécessairement un béni oui-oui, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, il y a bien entendu le visa qui est donné ou qui n'est pas donné à Bruxelles sur la sincérité des prévisions. Donc à mon avis, tout ça, ça donne le temps de voir venir, c'est-à-dire on affinera progressivement nos prévisions. Brice Couturier. Alors, la question, c'est que fin 2012, François Hollande s'était engagé à ramener notre déficit sous la barre des 3% de PIB. Et cette année, nous en sommes encore à 4,3%. On va demander un nouveau délai alors que la dette publique atteint 93% du PIB. Mais la vraie question, à mon avis, c'est pas celle du marché du travail, du coût du travail. C'est la question des dépenses publiques. Je disais tout à l'heure, nous sommes le record d'Europe avec 57% de dépenses publiques. Les Allemands sont à 46%. Ils ont baissé leurs dépenses publiques de 4% de 4 points de PIB en 5 ans. La question aussi, c'est qu'on nous promet 50 milliards de réduction de dépenses. C'est une bonne idée, on ne sait toujours pas où, mais on a bien peur que ça se traduise par ce qu'on appelle des coups de rabot, des coupes budgétaires, de manière plus ou moins indiscriminée, comme faisait le gouvernement de Nicolas Sarkozy, par exemple, alors que ce dont nous avons besoin, c'est bien entendu d'une remise à plat systématique de réformes de structure, par exemple de la suppression du département. Et c'est une des réformes parmi beaucoup d'autres que Jacques Attali et d'autres experts depuis très longtemps réclament aux gouvernements successifs. En vain, Bruxelles nous fait la même demande de réforme de structure. Or, nous voyons bien que ces réformes de structure n'ont pas lieu. Pourquoi ? Qu'est-ce qui bloque ? Est-ce que ce gouvernement-là, dit de combat, a plus de chances de passer en force que les précédents ? Avant de vous laisser réagir, Eli Cohen et Benjamin Corria, un élément important pour la discussion que nous menons depuis un petit moment, c'est un urgent de l'AFP, une déclaration de Michel Sapin à propos de la réduction des déficits, qui vient de dire « le rythme sera discuté à Bruxelles, c'est l'intérêt commun de l'Europe ». Eli Cohen, Benjamin Corria, d'abord. Oui. Bon, moi, ce qui me paraît qu'il faut... Pardon. Je voudrais dire 2 choses. Le point que vous avez mis en discussion tout à l'heure, à mon avis, a une grande importance, à savoir les élections européennes. Donc la question, c'est pas forcément jouer la montre d'ici là. Bon, ça pourrait être un élément de tactique bien dans l'esprit hollandais, mais je lui laisse décider. De toute façon, ces élections européennes seront un coup de tonnerre. De toute façon, elles seront un coup de tonnerre. Alors, on peut considérer que l'Europe décidera d'être autiste, un peu comme le gouvernement français a décidé de l'être, en nommant le gouvernement qu'il a nommé. Je ne préjuge pas de ce qui va se passer, mais c'est simplement que je trouve que les effets d'annonce en mettant Valls, Premier ministre, qui s'est quand même acharné depuis 10 ans à se qualifier sur la droite du PS et en opposition à tout ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur du PS d'encore social-démocrate, bien, donc l'Union européenne peut décider d'être autiste et peut donc décider qu'elle va à son éclatement. Compte tenu de ce qui va se passer, je pense qu'il y aura de nouveau un moment de débat. Après tout, hein, le débat, il devrait avoir lieu maintenant, puisque on est dans une campagne électorale. Moi, je pense qu'il n'aura lieu qu'après. C'est-à-dire que l'Europe ne se décidera à bouger qu'une fois qu'on aura le résultat de la montée générale des populismes, qu'on aura une abstention massive et qu'on aura une image de la situation politique et du désamour d'Europe qui aura atteint des niveaux extrêmes. Je dis ça d'autant plus volontiers que je suis fondamentalement
européen. Donc, ça soit bien clair, hein, c'est pas du tout ce que je souhaite, c'est ce que je constate et ce que je déplore. Bien. Donc, je pense qu'il y aura un moment d'ouverture. J'espère, c'est ça que je voulais dire, hein, on a modifié les traités européens à 36 reprises. Il y aura l'occasion ici de revenir sur un certain nombre de règles de solidarité, parce qu'il en faut, on est parfaitement d'accord, mais visiblement, on n'est pas sur les bonnes. Elie Cohen. Oui, je voudrais faire 3 éléments de réponse à ce que vient de dire Brice Couturier à l'instant. Premier élément, le niveau de dépenses publiques, ça relève des préférences collectives. Et en fait, le fait qu'on soit à 57%, ça veut dire simplement qu'en France, nous avons décidé de socialiser et de mutualiser beaucoup de choses qui ailleurs ne sont pas mutualisées. Je donne juste un exemple. En France, on mutualise tout en matière de retraite, c'est-à-dire la retraite de base, la retraite complémentaire et la retraite surcomplémentaire. Dans des tas d'autres pays, ce n'est pas le cas. C'est un choix collectif, on peut en discuter, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est beaucoup plus problématique, c'est que depuis 1974, ça c'est un élément qui m'a beaucoup marqué dans le fameux rapport de l'inspection des finances qui n'a pas été publié, c'est chaque fois que l'État, toute forme confondue, dépense 110, il ne prélève que 100. C'est-à-dire que depuis 1974, quelle que soit la phase du cycle, que nous soyons en expansion ou en déflation, que nous soyons en accélération de la croissance mondiale ou en forte décélération, nous sommes en déficit systématique. Et ça, par contre, ça relève pas de la préférence collective. Ça représente un dysfonctionnement majeur de l'ensemble de l'appareil macroéconomique français. Pourquoi sommes-nous systématiquement en déficit ? Allez, on est Et la troisième question, le troisième point, juste en 2 mots, effectivement, c'est la question des réformes structurelles et d'une certaine incapacité de gouvernements de gauche comme de gouvernements de droite, quels que soient les engagements initiaux, à véritablement mettre en œuvre les réformes qu'ils annoncent. Une des idées que vous proposez dans le livre que vous publiez aujourd'hui, Elie Cohen, c'est un nouveau pacte de croissance au sein de la zone euro qui consisterait notamment en une redynamisation de la croissance. Pas en France, mais en Allemagne. Oui, nous avons un vrai problème avec l'Allemagne, si vous voulez. L'Allemagne a un excédent de balance courante qui représente 6 ou 7% du PIB. Les Allemands disent, mais écoutez, c'est parce que nous sommes très bons exportateurs qu'on a cet excédent de balance courante. Non, le problème n'est pas là. Oui, ils sont très bons exportateurs, leurs produits sont demandés, mais en même temps, ils n'apportent pas suffisamment. Ils n'apportent pas suffisamment parce que leur demande intérieure est assez faible. Pourquoi leur demande intérieure est faible ? Parce qu'ils ne distribuent pas suffisamment de salaire. Et qu'est-ce qu'ils font de leur épargne ? Leur épargne, ils l'investissent essentiellement à l'étranger. L'expérience montre que leurs investissements ont été déplorables et ils investissent peu dans leur propre pays. Il y a une étude de DIV, qui est un bureau d'études allemand, qui montre l'impasse du modèle économique allemand et que je trouve très utile à méditer. Ouais, c'est-à-dire notamment d'en changer de modèle, donc que vous publiez aujourd'hui chez Odile Jacob. Merci Elie Cohen, merci Benjamin Correa.